plusieurs points. Tout d'abord, quelques généralités. Ensuite, nous verrons l'impact de la filtration, enfin les solutions en filtration pour empêcher ce virus de contaminer des individus. Ensuite, l'influence de l'humidité, de la température. Enfin, on verra des systèmes de récupération de chaleur, quelles sont les bonnes et les moins bonnes solutions, l'utilisation d'un caisson de mélange et le positionnement des auvents en reprise et en rejet d'air. Alors, au niveau des généralités, vous savez que ce virus se transmet par des micro-gouttes quand vous toussez, mais également au niveau des aérosols. Au niveau des aérosols, ce sont vraiment des particules qui sont extrêmement fines et qui restent en suspension dans l'air. Ça, ce sont des éléments qui sont assez généraux. Il est important de dire qu'en fait, c'est pas Flegro qui dit voilà, c'est comme ça qu'il faut faire au niveau de la ventilation. On s'est basé en fait sur le REVA. Le REVA est une fédération européenne des associations de l'HVAC, un peu l'ATIC, mais au niveau européen, si vous voulez. Et dès le début de la pandémie, ils se sont penchés sur la problématique de la ventilation et ils ont fait différentes publications qui ont été revues. On sait que le corona peut survivre pendant quelques heures au niveau de l'aérosol, d'où le risque de transmission via la ventilation. Il est important de dire aussi que, comme vous le savez, on découvre tous les jours au niveau de ce Covid. Et donc, on se base à l'heure actuelle sur les éléments qui sont connus, qui ont été étudiés, le virus de la grippe, le virus du SRAS notamment. Alors, quelles sont les recommandations du REVA ? Ils disent, et c'est assez général, c'est le principe de dilution, c'est de ventiler au maximum les locaux. Pour ce faire, on peut augmenter les sondes de CO2, éviter évidemment de rester dans des espaces clos, c'est la base, et alors bien sûr faire une bonne maintenance au niveau des filtres, puisque une perte de charge élevée, comme vous le savez, diminue le débit d'air. Ils disent également que les systèmes de récupération doivent fonctionner et même fonctionner jour et nuit. Plus en fait on ventile et on amène de l'air extérieur, plus on dilue en fait la concentration de ce virus et donc moins on a de risque de transmission d'une personne à une autre personne. Alors au niveau de la filtration, on sait que le corona a un diamètre entre 0,6 et 0,14 micromètres. Par contre, au niveau des filtrations, vous avez en abscisse les particules, c'est pas les parties, c'est les particules, les diamètres des particules. Ça fait référence à la norme, la dernière norme ISO 16890, qui classifie en fait les filtres en fonction du rendement des diamètres de particules. Et vous avez en équivalence, en ordonnée, vous avez les classes de filtration suivant l'ancienne norme, la norme AN 779. Et donc, vous voyez que suivant ces filtres-là, les particules du corona ne peuvent pas être captées puisque les rendements sont trop faibles. À votre droite, vous avez en fait le mouvement Brown. En fait, ce sont les diamètres des particules. Les particules du virus sont extrêmement fines, qu'en fait elles vibrent énormément dans un local. C'est ce qui est symbolisé et c'est régi en fait par ce physicien qui a élaboré cette théorie. Alors, on pourrait se dire qu'on ne sait pas capter les filtres avec les filtres. En fait, c'est faux. On s'est rendu compte que le virus, il adhère en fait au niveau des aérosols, au niveau des poussières, et ces poussières ont des diamètres supérieurs. L'avantage, c'est qu'avec ces diamètres supérieurs, les filtres qu'on peut utiliser, les filtres fins, F7, F9 et E10, captent en fait ces filtres-là. Donc, c'est une bonne solution au niveau de la captation de ce virus. Au niveau des principes de diffusion,
Des principes de filtration, vous en avez 4. Vous avez notamment la diffusion et l'interception au niveau des filtres, et la norme EN 779 se caractérise par la particule, c'est le MPPS, donc c'est la particule qui est la plus difficilement captable via les 4 systèmes de filtration. Vous avez la diffusion, vous avez l'interception et vous avez le tamis également. Vous avez le tamissage et alors vous avez l'inertie. Donc vous voyez que les particules sur le diagramme de droite, les particules qui font un diamètre de l'ordre de 0,3, excusez-moi, je coupe le téléphone. Vous avez les particules qui font 0,3. Vous voyez que les principes de captation des filtres, diffusion et interception, ont cette efficacité-là. Donc, ça veut dire que pour filtrer en fait le coronavirus, au lieu d'utiliser des filtres absolus, on voit que la combinaison F7, F9 et 10 est suffisante. Si on reprend ce nouveau graphe, où là vous voyez le MPPS, vous voyez en abscisse que pour des diamètres de particules aux alentours de 0,3, vous avez la différente classification des filtres. Vous voyez que en ordonnée, avec un filtre, plus la qualité des filtres augmente, plus le rendement en fait, de captation de ces particules de 0,3 mm sont bons. Ce qui veut dire qu'un filtre E10 peut être considéré comme largement suffisant. Enfin, on n'est pas à 100%, mais ce filtre E10 peut être considéré comme largement suffisant pour capter les particules de coronavirus. Si on regarde au niveau des H13, il est clair qu'avec un filtre H13, on va beaucoup plus loin en termes de filtration de ces particules, et lui, le H13, peut aller capter les diamètres de ce virus. Vous voyez sur le graphe 2 courbes qui reprennent en fait 2 vitesses d'air au travers de ce filtre, et vous voyez que les rendements en abscisse sont supérieurs quand la vitesse diminue, ce qui est un principe évidemment général. Donc en conclusion, au niveau des filtres à air, on voit que la combinaison F7, F9, voire E10 offre une bonne protection au niveau de l'air neuf bien sûr. Je voudrais rajouter aussi qu'en général, il y a peu de chances malgré tout que l'air extérieur soit contaminé. Enfin, c'est possible, mais normalement, il y a peu de chances. En général, pour utiliser un filtre F9, il est nécessaire d'avoir un filtre imprimé. On peut prévoir un filtre F9 juste à l'entrée, mais ce filtre va très vite s'encrasser. Et donc, ce n'est pas une bonne solution. Et on verra un petit peu plus loin que pour être en accord avec la norme relative aux filtres suivant les particules, le diamètre des particules, c'est une bonne combinaison puisque la combinaison de ces filtres augmente en fait le rendement de captation des particules fines. Il y a une chose qui est importante, évidemment, au niveau des filtres, c'est d'avoir un bon système de fixation de ces filtres. Avoir un bon filtre, mais un bypass au niveau du cadre du filtre, évidemment, ça ne résout pas le problème. Voici quelques exemples, quelques contre-exemples qu'il ne faut pas faire. Vous avez sur votre gauche des cadres de filtres qui sont glissés dans des glissières. Il y a, comme on peut le voir, un problème d'étanchéité, et il y a un bypass au niveau de ces filtres, donc ça, c'est pas la bonne solution. Et sur votre droite, on voit parfois que les filtres des poches ne sont pas montés de manière verticale, mais sont montés de manière horizontale, ce qui n'est pas une bonne solution non plus. Donc ces deux types de mise en œuvre des filtres sont à proscrire. La bonne solution, vous avez sur votre gauche le cadre du filtre, vous avez le clips qui vient comprimer le cadre du filtre sur le joint noir, et vous voyez ce joint noir qui est en fait un matériau en caoutchouc qui est coulé directement. Donc c'est pas un joint avec une coupure au couteau qui est recollé, etc. C'est vraiment un joint dans la continuité. C'est ce type de joint que l'on utilise au niveau de nos cadres de filtre. Et vous avez le montage sur votre côté, sur le côté droit, avec le filtre qui est monté dans ce clips.
pour en assurer la bonne étanchéité. Avec ce système-là, vous n'avez pas de bypass et on peut aller jusqu'à des classes de filtres de type F9. Ici, on a repris une autre norme, mais c'est une norme qui est, à mon sens, très facile à utiliser parce qu'elle reprend, en fait, en fonction de la qualité de l'air extérieur, c'est ce que vous avez en ordonnée. Vous avez les outdoor ODA 1, 2 et 3, donc ce sont les qualités d'air, 3 étant la qualité de l'air la plus mauvaise, 1 étant la meilleure. Et vous avez en abscisse, vous avez les différentes applications que vous voulez faire. Donc les premières applications, la première colonne, c'est tout ce qui est exigence hygiénique élevée. Vous avez par exemple le milieu hospitalier, les salles blanches, puis vous avez des exigences moyennes comme des classes, des bureaux, etc. Si on prend cet exemple-là, pour avoir une classe sub 2, suivant cette norme-là, vous voyez que quand on a si par exemple on veut faire une école à la campagne, vous avez une qualité d'air qui est de type ODA1 et cette norme vous dit voilà, vous devez prévoir des filtres qui captent 50% des diamètres des particules EPM1. Si vous voulez faire la même application mais au centre-ville, ODA3, donc là vous avez une qualité d'air évidemment qui est mauvaise. Vous êtes obligé, suivant cette norme-là, et c'est logique, d'avoir un rendement de captation de ces mêmes particules de 80%, ce qui oblige en fait à utiliser 2 chaînes de filtration. Enfin, c'est préconisé d'utiliser de filtration. Et donc on voit que cette norme-là n'est pas réellement liée en fait au Covid, mais elle agit également sur la santé des gens, puisque il est prouvé que la qualité de l'air que vous respirez, elle induit des maladies qui peuvent être très graves. Et donc on voit que par rapport au Covid, la préconisation c'est d'utiliser un F7 combiné avec un F9 voire un E10, et on voit que au niveau des particules fines, qui n'a rien à voir avec le Covid, mais qui est une source de problème au niveau de la santé des gens, on préconise aussi ces filtrations. Donc en résumé, c'est l'exemple que je vous ai donné, sub 2, ODA2, ODA3. On voit qu'il faut 70 à 80% de rendement de captation de ces particules fines de 1 micromètre, EPM1. La préconisation, c'est d'utiliser un filtre de type F7 à l'entrée, un filtre de type F9 ou EPM150 et EPM180, comme repris dans la norme vue juste avant. Et vous voyez que la combinaison des deux répond en fait d'un côté au niveau des particules fines et de l'autre côté par rapport au Covid qui est apparu dernièrement. Au niveau des centrales de traitement d'air, il est clair que tout ce qui est groupe de traitement d'air avec recirculation par rapport au REVA, et c'est une logique, il faut essayer de les éviter le plus possible. Dans certains cas, évidemment, ça n'est pas possible. Quand, par exemple, on veut travailler en tout air dans un grand hall et qu'on a besoin de peu d'air neuf, on utilise en fait un caisson de mélange pour amener les températures dans le local et un tout petit peu d'air neuf. Donc, on va voir les solutions par rapport à ce type d'application. Il y en a en fait deux. On a parlé des types F7, F9, combinaison des types F7, F9. Il y a la possibilité d'avoir des lampes UV dans le groupe de traitement d'air. Il y a une autre possibilité, c'est de mettre des filtres absolus au niveau en sortie de groupe de traitement d'air ou au niveau des bouches de diffusion des groupes de traitement d'air. Donc c'est deux possibilités par rapport à cette contrainte qui est de travailler en recyclage au niveau des groupes de traitement d'air. Voici une représentation des systèmes UV dans les groupes de traitement d'air qui existent en fait dans notre gamme depuis une quinzaine d'années. Donc c'est une technologie qui est maîtrisée depuis longtemps, mais qui revient au goût du jour à cause de cette pandémie. Au niveau de ces systèmes UV, vous voyez qu'ils peuvent tuer 90% des virus et des bactéries, donc on n'est pas à 100%. Maintenant, on parle de virus 90-95%, donc on est vraiment au niveau des valeurs, on est dans des valeurs qui sont tout à fait acceptables. Alors ces lampes sont faites à partir de verre de quartz et l'ultraviolet, on a des longueurs d'onde de 254 nanomètres.
Donc, ils produisent de la lumière UV, de l'ultraviolet, mais qui ne produisent pas d'ozone. Ces lampes UV, la lumière UV, en fait, attaque les acides nucléiques. Là, on est dans de la chimie, au niveau des virus et des bactéries, ce qui les rend, en fait, inoffensifs et ce qui permet de désinfecter l'air de manière écologique. La durée de vie de ces lampes se situe entre 12 000 et 16 000 heures, ce qui veut dire, en fait, 2 ans, 24 heures sur 24. Au niveau des préconisations des groupes de traitement d'air, on le verra un petit peu plus tard. Idéalement, il faut que la vitesse se situe aux alentours de 1,8 mètres par seconde, ce qui est des vitesses au niveau énergétique que l'on utilise de plus en plus à l'heure actuelle. Alors, au niveau des préconisations dans les installations, il faut... Excusez-moi, je vais boire quelque chose. Voilà, excusez-moi. Donc, il faut prévoir des UV au niveau des caissons. Il faut bien sûr éviter tout risque d'irradiation des personnes qui viennent faire l'entretien de ces systèmes. Ça, c'est important au niveau de la sécurité des gens. Il y a un point qui est important aussi, c'est que les tôles intérieures doivent être soit en alu-zinc, soit en acier galvanisé. Donc, tout ce qui est peinture n'est pas est à proscrire. Et il est important aussi d'avoir un filtre F9 devant ce caisson pour que les lampes, les rayons UV puissent atteindre vraiment les éléments à détruire. Voici une installation, enfin un groupe de traitement d'air avec un caisson de mélange. Vous avez la partie d'extraction en partie supérieure. C'est une roue de récupération qui est reprise. Vous voyez le recyclage et donc en aval du ventilateur de pulsion, on a prévu un filtre F9 pour protéger en fait le caisson UV qui est mis en fin de groupe de traitement d'air. Donc ça veut dire que le recyclage avec UV est possible. Vous avez la même représentation avec un échangeur à plaques basé sur le même principe. Alors, on a parlé des filtres EPA, donc il est possible et on a vu que ces filtres absolus permettent de capter directement les particules, le fin diamètre des particules du corona. Maintenant, c'est une possibilité, mais c'est une possibilité qui est très chère parce que les pertes de charge de ces filtres sont très élevées. Et si on regarde la consommation énergétique engendrée par ces filtres absolus, mais on a vraiment des coûts qui explosent. Et d'autre part, en rénovation, en revamping, le système UV peut être soit dans le groupe de traitement d'air s'il y a de la place, soit au niveau du gainage. C'est relativement facile. On a vu que les vitesses se situent entre 1,8 et 4 mètres par seconde. Donc, normalement, on sait répondre à l'ensemble des installations qui ont été faites, je dirais, dans les 20-30 dernières années. Par contre, un filtre, si on veut rajouter un filtre absolu, il faut modifier le moteur du ventilateur pour que celui-ci puisse accepter les pertes de charge. Donc la solution que nous préconisons, plutôt qu'aller chercher des pertes de charge très élevées au niveau d'un filtre absolu, c'est d'utiliser un filtre E10 à la place de la combinaison F9 plus H13. Et là, on reviendra on va gagner en termes de place et on reviendra à des life cycle costs qui seront beaucoup plus bas et donc des coûts d'utilisation qui seront beaucoup plus bas au niveau du groupe de traitement d'air. Si on compare les différents systèmes, vous voyez que le prix d'installation, l'investissement pour l'UV est plus élevé que le E10 et moyennement que le filtre absolu. Par contre, je vous ai expliqué ce qui est engendré au niveau de la consommation électrique. Et quelque part, c'est quand même ça c'est ça qui est le plus important, je pense, au niveau du client, enfin au niveau finance du client. Et en termes d'efficacité, on voit qu'avec le système UV, il y a un comparatif qui est fait entre 90, 95 et 99%. Ça, c'était la partie, pardon, c'était la partie au niveau des filtres, solution au niveau des filtres. Maintenant, il y a un point et il y a 2 études, je suis au courant de de 2 études qui tentent à montrer que, plus température
diminue, plus la transmission du virus est important, et même chose au niveau de l'humidité. J'ai eu connaissance d'une étude au Japon. Ici, on a des éléments qui sont repris par une étude chinoise. On voit que le chiffre de reproduction R du virus diminue avec l'humidité. Vous avez par exemple la valeur ici la valeur R qui est à 2,5 en étant à 40% d'humidité, et elle diminue pratiquement de moitié, 1,7 quand on est à 100% d'humidité. Ça veut dire que l'humidité dans les locaux a son importance, bien sûr. Même chose au niveau des températures. Là, vous voyez que le R diminue de 2,5 à 1,5 quand les températures augmentent. En parallèle à ça, on sait que le virus apparaît au début de l'hiver. Et donc, à ce moment-là, on sait que les températures diminuent et que les humidités relatives diminuent. Donc, on peut entre ces études et la réalité que tout le monde connaît. Autre point en termes d'humidité, le système de filtration humain, donc vos protections humaines, la muqueuse, en fait, capte mieux les virus quand l'humidité est élevée. Donc, encore une fois, importance de cette humidité dans les locaux pour protéger en fait les individus. À présent, on va parler des systèmes de récupération d'énergie. Je pense que vous connaissez le système d'échangeur à eau glycolée. C'est clair qu'avec ce système-là, il y a 0 risque de transmission entre l'extraction et la pulsion, puisqu'on a vraiment les échangeurs qui sont interconnectés hydrauliquement, mais pas aéroliquement. Donc il y a aucun risque. Vous avez système de batterie, et alors vous avez les panoplies hydrauliques avec éventuellement une régulation au niveau de la puissance. Le rendement suivant la norme EN 308, donc la norme avec des valeurs sèches, est imposée maintenant pour être conforme à l'ERP 2018. Depuis le 1er janvier, on doit avoir des rendements de 68%. Ce qui veut dire que les échangeurs doivent avoir entre 14 excusez-moi, les échangeurs doivent avoir entre 14 et 16 rangs, et les vitesses d'air au travers des groupes de traitement d'air se situent entre 1,5 et 1,8 mètres par seconde pour atteindre en fait ces fameux rendements. Au niveau des configurations, soit les groupes de traitement d'air sont montés l'un au-dessus de l'autre, soit séparément. Donc ça veut dire qu'en rénovation, ce type de récupérateur peut être placé relativement facilement. En rénovation, vous avez souvent des groupes de traitement d'air GPGE qui sont séparés l'un de l'autre, et donc cette possibilité-là peut être montée a posteriori. Alors il y a, par rapport à ce système standard, nous proposons un échangeur à eau glycolée, mais qui est boosté, si vous me passez l'expression. C'est une combinaison de 2 échangeurs au niveau de la pulsion et 2 échangeurs au niveau de l'extraction, qui sont séparés physiquement pour permettre le nettoyage, et qui permettent d'avoir des rendements qui sont même plus élevés. Il y a même une solution plus évoluée au niveau hydraulique. Donc plutôt que d'avoir une batterie chaude et une batterie froide pour traiter l'air en complément de ces récupérateurs, et pour diminuer en fait la perte de charge au niveau du ventilateur. Donc c'est l'idée de faire des économies d'énergie sur le système, la boucle à eau glycolée. Il est possible de placer des échangeurs à plaques, et ces échangeurs à plaques peuvent par exemple être alimentés en eau chaude ou être alimentés en eau froide, ce qui permet en fait de faire de la ventilation, de la climatisation avec la ventilation avec le groupe de traitement d'air. Donc c'est un système que nous pouvons également vous proposer. C'est un système qui est installé beaucoup en milieu hospitalier, puisque ce type de récupérateur est le plus souvent utilisé. Je parle au niveau européen. Alors il y a bien sûr d'autres récupérateurs. Il y a les récupérateurs de type à plaque et les récupérateurs rotatifs. Le REVA nous dit que, et donc c'est pas Fleck Group, c'est le REVA qui nous dit que la fuite entre ces 2 types de récupérateurs
se situe entre 1 et 2%. Alors il y a la configuration, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin, la configuration des groupes de traitement d'air qui a son importance pour avoir cette fuite minime. Au niveau des groupes de traitement d'air, voici la bonne solution avec un récupérateur soit rotatif, soit à plaque. Ici, c'est un échangeur rotatif qui est représenté. Vous avez en fait en partie supérieure l'extraction et en partie inférieure, vous avez la pulsion, donc le ODA de la gauche vers la droite. Vous avez la prise d'air extérieure et ensuite on passe dans les récupérateurs. Et vous voyez qu'il y a deux petites flèches de l'un vers l'autre qui sont représentées. Le risque, évidemment, c'est la pression au niveau des inétanchéités de ces types de récupérateurs. Si on place, comme c'est repris là, le groupe d'extraction, le ventilateur d'extraction en aval de la roue de récupération et inversement le ventilateur de pulsion, et également le ventilateur de pulsion en aval de la roue de récupération, la différence de pression à l'endroit de cette petite flèche va dans le bon sens. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de transmission au niveau de l'inétanchéité des récupérateurs, et il n'y a pas de risque de transmission de l'air potentiellement pollué au niveau de l'extraction vers la pulsion. Donc ça, c'est le bon schéma et c'est ça qu'il faut prévoir, c'est ça que recommande en tout cas REVA, et techniquement, c'est la bonne solution. Ce qu'il faut éviter, c'est cette représentation-ci, où là, vous avez le ventilateur d'extraction qui met la roue en fait en surpression. Et donc, ça veut dire que vous créez une pression qui va dans le mauvais sens, j'ai envie de dire. Et donc là, vous allez polluer en fait l'air neuf du groupe de pulsion via le groupe d'extraction. Autre possibilité, mais qui est à éviter également, c'est le REVA qui nous le dit, c'est de mettre le ventilateur de pulsion en amont de la roue. L'inconvénient principal dans ce cas-là, c'est que ce ventilateur-là va créer une fuite d'air importante. Donc ça veut dire que quelque part, vous traitez de l'air extérieur et vous allez directement l'amener vers l'extraction. Et donc, c'est pas la bonne préconisation non plus. Voilà, donc en lettres ce que je vous expliquais. Et alors, il y a moyen de monitorer en fait cette différence de pression entre la pulsion et l'extraction, soit en agissant sur les ventilateurs, soit en travaillant sur le bypass récupérateur. Voici une représentation avec une roue de récupération. Vous avez la partie extraction en partie supérieure avec l'extraction d'un côté et le rejet d'air de l'autre. Et là, vous avez le groupe de pulsion avec l'apport d'air neuf et le soufflage. Donc l'important, on l'a vu, c'est d'avoir en partie le filtre F7 d'avoir une mesure de pression à cet endroit-là et la mesure de pression au niveau du groupe de pulsion entre la roue de récupération et le petit caisson. Et donc, avec cette différence de pression, on va pouvoir agir sur la régulation des ventilateurs pour toujours créer une pression dans le bon sens. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de monitorer en fait, quel que soit quelque part le fonctionnement de l'installation, il y a moyen de monitorer pour éviter d'avoir une pollution de l'extraction vers la pulsion. Même chose avec des boîtes CAV ou des boîtes VAV. Comme les différences de pression peuvent varier avec ces systèmes-là, et on a de plus en plus de systèmes avec variation de débit, il est possible de prévoir cette solution monitorée au niveau de la régulation. Alors, je vais parler un petit peu des roues de récupération. Le REVA nous dit que le débit de fuite est équivalent. En fait, on sait également que l'utilisation des roues de récupération ne transmet pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne transmet pas le Covid. Et on l'explique de deux manières différentes. Tout d'abord, les roues de récupération transmettent
des molécules d'eau, mais qui ont des dimensions qui sont extrêmement faibles, 2,5 angstrom, un angstrom est l'équivalent de 10 exposant moins 10 mètres, tandis que le coronavirus a des diamètres qui sont beaucoup plus grands. Donc ça veut dire qu'au niveau moléculaire ou au niveau microscopique, j'ai envie de dire, si on regarde le schéma du bas, vous voyez que la surface d'échange de ces roues savent capter l'humidité, mais par contre, elles ne savent pas capter le virus. Donc le virus passe au travers et donc n'est pas repris de l'extraction vers la pulsion. Il y a une autre solution, il y a une solution technique supplémentaire pour éviter cette contamination-là. Donc c'est un accessoire supplémentaire qui est en fait une purge au niveau des roues pour nettoyer en continu la roue. Donc ça, c'est une solution que l'on utilise en standard sur nos roues également. Donc pour résumer, ventilateur d'extraction côté aspiration de la roue, delta P correct entre l'extraction et la pulsion, zone de purge au niveau de la roue. Et alors, on a trouvé également des résultats d'une étude qui ont été faites avec l'utilisation de récupération. Ça a été fait aux États-Unis. Et en fait, ils ont voulu tester la transmission bactériologique avec une roue de récupération. Les résultats de cette étude donnent en fait une transmission inférieure à 0,1% de matière biologique par l'utilisation des roues de récupération. Un résumé de ce qui a été dit, transfert de 0,1%. Les roues de récupération ne doivent pas être mises au service puisque l'idée c'est de ventiler au maximum, et comme les roues de récupération participent au chauffage, voire le refroidissement, voire l'échange d'humidité, il ne faut certainement pas les couper. La transmission du virus est négligeable. Voilà. Et alors, ici, voici l'enchaînement n'est pas idéal. Voici le comparatif entre les échangeurs à plaques et les roues des types à absorption. Donc en fait, au niveau des prix, vous voyez le comparatif. Au niveau des tailles, vous voyez qu'avec un échangeur à plaques, pour avoir les rendements qui sont demandés par le RP 2018, donc la directive européenne au niveau de la consommation énergétique, un échangeur à plaques donne un rendement qui est plus faible qu'une roue de type à absorption. Et en plus, pour avoir ce rendement demandé par cette directive, on est obligé souvent de travailler avec des tailles plus importantes pour l'échangeur à plaques, puisqu'il faut une vitesse d'air qui est plus faible. Donc, au niveau d'un échangeur à plaques, on doit souvent avoir un groupe qui a une section qui est plus grande. Et vous savez également que l'échangeur à plaques est beaucoup plus encombrant dans l'axe du flux d'air que les roues de récupération. Autre avantage au niveau des roues, c'est que ces roues permettent d'échanger l'humidité, et donc elles participent au travail de l'humidificateur. On a vu l'importance de l'humidité au niveau de la transmission du virus et au niveau de la protection individuelle, les fameuses muqueuses au niveau des personnes. Par contre, et là c'est un désavantage au niveau de la roue, il y a quand même un risque de transmission d'odeur, donc ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser dans toutes les applications. Les fuites suivant le REVA sont équivalentes, et alors le risque d'infection, il est de 0 au niveau de l'échangeur à plaques, mais il est extrêmement négligeable au niveau de la roue de type à absorption. Voici une représentation de groupe de traitement d'air avec un échangeur à plaques, mais en tenant compte du Covid. Donc pour éviter d'avoir la transmission au travers de la différence de pression qui va entre guillemets dans le mauvais sens au niveau de la roue, au niveau de l'échangeur à plaques, vous voyez que l'on place sur la gauche le caisson de mélange. On l'utilise principalement quand on dimensionne des installations pour la mise en régime.
par exemple, pour une humidification dans des bureaux en hiver, on peut, pour soulager la puissance demandée par l'humidificateur, on peut, par exemple, en début de journée, faire un recyclage au niveau du groupe de traitement d'air, faire fonctionner l'humidificateur pour atteindre en fait les niveaux d'humidification. Tout ça dépend un petit peu de la manière dont on veut mettre en œuvre le traitement d'air des groupes et de l'installation. Oups, pardon, excusez-moi. Donc, en jaune, vous avez l'animation qui reprend la mise en régime avant l'arrivée des gens dans les bureaux, par exemple, soit avec un échangeur rotatif, soit avec un échangeur à plaques. Et alors, en fonctionnement 100% d'air neuf, on ferme les clapets. Évidemment, il est très important de prévoir des clapets complètement étanches. Et donc, quand on travaille en tout air neuf, il n'y a plus de risque de transmission de l'air pollué de l'extraction vers la pulsion. Autre représentation, vous voyez qu'il y a une possibilité, c'est de prévoir un clapet un clapet de recyclage entre l'extraction et la pulsion. Vous voyez que là, on positionne le ventilateur d'extraction en aval de la roue ou en aval de l'échangeur à plaques. Dans ce type d'installation, donc c'est toujours dans le cadre de faire une mise en régime, c'est le même principe en fait, hein. Mais ce qui est important, c'est que votre ventilateur de pulsion puisse vaincre les pertes de charge en amont du ventilateur d'extraction. Donc en jaune, représentation avec la mise en régime, et en rouge, la représentation en nominal, c'est-à-dire en 100% d'air extérieur. Donc en résumé, on peut prévoir un caisson de mélange. Par rapport au Covid, il y a deux possibilités, soit le système UV, soit les filtres de type absolu. Pour éviter la contamination. Ah oui, ça c'est le dernier point, pardon. Ce qui est important, évidemment, c'est même si on dimensionne correctement les groupes de traitement d'air, on sélectionne correctement les groupes de traitement d'air, il est important au niveau des rejets d'air et de l'apport d'air de ne pas créer un bypass, sinon tout ce qui a été prévu initialement ne sert à rien. Donc ici, vous avez une possibilité qui est en fait de prolonger le rejet d'air au niveau de la toiture. Je pense que c'est un groupe extérieur. Et alors, voici la représentation. Et alors, vous avez une autre possibilité qui est de prévoir un gainage de rejet qui rejette vraiment bien loin l'air extrait qui peut être pollué. Voilà, je suis au bout de ma présentation. Merci en tout cas de... Merci Eric, on peut poser des questions? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais moi, je ne vous vois pas, donc si... Oui, Alain Meulemans, bonjour Eric. On me dit que par rapport aux UV, le produit du taux de radiation, hein, de la densité de radiation multiplié par le temps de contact, qui est même à 1,8 m par seconde, qui est très court, ne permet pas de tuer suffisamment les virus. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce sujet-là? Parce qu'il faut des temps de contact en fait beaucoup plus longs, c'est ce qu'on me dit. En fait, on s'est basé sur des informations que l'on a reçues de notre usine, et notre usine a une expérience par rapport à ça, et ils nous garantissent, même si effectivement, lors d'autres webinaires, j'ai entendu des informations contraires, mais j'ai une garantie au niveau des 90% du virus. Et il faut quelle longueur de caisson en fait qu'il faut mettre derrière alors à 1,8 m? Une idée de la longueur du caisson? On est aux alentours de 1,20 m, mais ça dépend de la vitesse, hein, bien sûr. Ouais. J'ai entendu des bruits qui disent qu'il faut parfois 4 mètres de caisson pour que ça marche, donc c'est pas vrai ça. Non. Non, ok, Non. merci. Mais ça dépend bien sûr de la quantité de lampes que l'on installe aussi, hein. Donc il y a une sélection qui est à faire en fonction des tailles, en fonction de la vitesse. Voilà, mais on a les outils pour le dimensionner, et toutes les informations que l'on a nous donnent 90%. OK. Et autre question sur ce type, d'autres griefs qu'on fait sur ce système. Bon, l'ozone, on en a parlé, c'est une question de longueur d'onde, hein, et on n'a pas d'ozone, c'est bien.
L'autre critère qu'on me dit, ouais, ça consomme tellement que c'est irresponsable du point de vue énergétique d'utiliser ça en été. Parce qu'il faut refroidir d'une façon catastrophique parce que ces lampes consomment une quantité d'énergie démente. C'est vrai aussi, tu as une idée de la puissance que ça apporte en plus à l'installation. Il faut refroidir. Honnêtement, non. Honnêtement, non. Ça, je n'ai pas encore, j'ai pas encore fait, on n'a pas encore fait les calculs. Non. Merci. De rien. D'autres questions? Oui, bonjour Eric, c'est Alix ici, de Sens. Oui, oui bonjour Alix. Moi j'avais des questions par rapport à votre multiflow là, avec les doubles batteries. Oui. Et en fait, cette double batterie, l'avantage, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir accès, j'ai envie de dire, au cœur pour pouvoir le nettoyer, mais ça revient un peu au même que si c'était une grosse batterie de 28 rangs, si on peut dire. Ben, en fait, quand on a deux échangeurs de 12 rangs, on sait encore physiquement aller entre les deux. Il est clair que quand on est à du 24 rangs, c'est impossible, quoi. Donc en termes de nettoyage, c'est important de les séparer. Ça, donc l'avantage, c'est ça, c'est de pouvoir avoir accès au cœur de la batterie pour pouvoir le nettoyer, quoi. C'est Mais ça. techniquement, Oui, tout à fait. et au niveau des performances, c'est la même chose que si on avait mis une grosse batterie de 24 ans. Absolument. Il n'y a pas un effet de, je ne sais pas moi, de déshumidification, par exemple, avec une qui ferait du froid puis du chaud, ce genre de choses, quoi. C'est pas ça. Non. Non, d'accord, très bien, merci. Non. Et puis techniquement aussi, faire une batterie de 24 ans, ça sort clairement des standards. Donc ça veut dire que si on veut industrialiser une batterie de 24 ans et commercialiser une batterie de 24 ans, financièrement parlant, ça va être difficile, quoi. Et puis il faut s'imaginer aussi qu'à un moment donné, il est possible que cet échangeur soit défectueux, et donc il faut faciliter le fait de pouvoir le remplacer, d'avoir une certaine standardisation en termes de construction. Donc aller vers du 24 ans, c'est pas réaliste. Okay. Maintenant, l'idée en fait de ce type de récupérateur, c'est vraiment d'aller chercher des rendements très élevés. Il faut se poser la question si ces rendements sont justifiés par rapport à l'investissement, hein. C'est quand même, on va chercher les derniers carats, et là, il faut quand même faire une analyse financière en termes de perte de charge engendrée par ces 8 rangs ou ces 12 rangs supplémentaires par rapport aux gains réels qu'on va retrouver, quoi. C'est pour ça que, suivant mon expérience, d'avoir des batteries de 14 rangs, voire 16 rangs, pour moi, c'est un maximum. L'avantage de ce système, c'est ce qui a été présenté. Et ça, on le voit quand il y a des énergies qui sont entre guillemets gratuites disponibles sur le site, c'est d'utiliser en fait dans la boucle à coller, d'utiliser des échangeurs à plaques pour utiliser cette énergie qui est gratuite sur site. Mais ça dépend évidemment de chaque application, quoi. Mais si par exemple on est le long d'un cours d'eau, par exemple, on peut s'imaginer d'utiliser le froid dans le cours d'eau en été pour refroidir en fait la boucle collée, se passer des batteries froides dans le groupe de traitement d'air et éviter la perte de charge de cette batterie froide, puisque à ce moment-là, il n'y a plus que les échangeurs au niveau de la boucle, les échangeurs air-eau au niveau du système de ventilation. Effectivement, je pense que c'est intéressant quand tu peux découpler avec les petits échangeurs que vous aviez rajoutés sur la boucle, parce que rajouter des batteries de 12 rangs dans le flux d'air et donc une fameuse perte de charge, je ne suis pas certain que ce soit très efficace au final. On va récupérer un tout petit peu plus, mais on va consommer sous le ventilateur toute l'année beaucoup plus. Tout à fait, tout à fait. Il faut analyser, c'est du cas par cas. Il faut voir si ça vaut vraiment la peine d'aller chercher les derniers carats. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Oui, Eric, Alain Meulemans à nouveau. On m'a dit aussi que par rapport à la transmission par la roue, l'étude américaine dont tu as parlé, dont tu as montré l'entête, là, cette étude se basait en fait, comme tu l'as dit, sur des études de transmission de bactéries. Et je me suis laissé dire que les virus beaucoup plus petits que les bactéries qui ont été testées dans ce cas-là. C'était des grosses bactéries et c'était en fait une étude dans le cadre d'une transmission bactérienne et qu'en fait les conclusions de cette étude ne sont pas
transposable dans le cas de la COVID. Est-ce que tu as, toi, des renseignements différents ou d'autres compléments par rapport à ça? Je suis 100% d'accord avec toi. En fait, c'est comme j'ai dit en préambule, voilà, on donne en fait des informations que l'on reçoit et qui ont été faites sur base des études, de ce qu'on connaît. Et le Covid, au jour le jour, évolue. Donc, on ne sait pas dire, enfin, il n'y a pas d'études qui nous montrent notre rôle, en fait, enfin, le but que l'on veut, que l'on essaye d'atteindre, c'est d'informer en fait tout le monde sur l'état actuel des informations que l'on a. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que en fait, les échangeurs à plaques sont étanches, ce qui est faux. Les hygiénistes en Belgique disent oui, on veut bien un échangeur à plaques, mais on ne veut pas un échangeur rotatif. Or, on sait que dans d'autres pays, ils mettent pour les mêmes applications, salle blanche, salle d'op, etc., ils mettent des échangeurs rotatifs. Donc, nous, en fait, notre rôle, c'est d'essayer d'avoir des informations à droite et à gauche et de dire, OK, il faut un peu moduler les informations qui sont communiquées et la réalité des choses. D'un point de vue énergétique, c'est clair que l'échangeur rotatif est bien meilleur que l'échangeur à plaques, ne fût-ce que pour l'humidité. Et on a vu que l'humidité a toute son importance dans la transmission du virus, enfin empêcher la transmission du virus. Donc voilà, maintenant, pour en revenir à ta question, c'est clair que l'étude qui a été faite là n'a pas été faite sur le Covid. Merci. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour C'est Claude de Baquer. Tu vas bien? Ça va, ça va. Et toi? Eric, concernant l'humidification, quels sont justement les humidificateurs recommandés dans les CTA de Fleck ou d'une façon générale, eu égard à... J'ai cru comprendre qu'en Flandre, on n'acceptait plus que des humidificateurs vapeur. C'est exact, oui. Et que dans les autres régions, c'est pas tout à fait clair. Et quelle est la position justement de Fleck à ce propos? Bon, je vais répondre de manière simple et après je vais étayer un petit peu. En fait, Fleck propose, c'est un peu la même réponse que je vais donner par rapport aux échangeurs. On a des échangeurs à plaques, on a des échangeurs rotatifs, on ne pousse pas l'un par rapport à l'autre, on veut juste informer et dire voilà, ça c'est une bonne solution qui donne tel avantage dans tel cas. Au niveau des humidificateurs, on a des humidificateurs de type laveur d'air, donc comme on avait il y a 20-30 ans avec la pulvérisation, etc. Bon, on a vu que ces systèmes-là, on rajoutait des systèmes UV au niveau de l'eau, on ajoutait des systèmes de vidange automatique pour éviter que l'eau ne stagne, qu'il y ait des développements bactériologiques, légionellose et compagnie. Donc à l'heure actuelle, d'après ce qu'on peut voir au niveau des cahiers de charges, et d'après les informations que l'on a au niveau du groupe, ce type d'humidificateur-là, on l'utilise de moins en moins. Alors, ce qu'on voit, c'est que, et ça c'est l'avantage de la roue, c'est que l'humidification, les 100% d'humidification, si je peux donner un chiffre, sont faites pour 80% avec une roue de récupération et le solde peut être fait par un humidificateur qui est un humidificateur de type vapeur. C'est ça qui est préconisé par les instances en Flandre. Maintenant, par rapport à ce système-là, on a un autre système qui est un système de type à pulvérisation que l'on peut installer dans nos groupes de traitement d'air. C'est le système Humifoc et c'est un système en fait qui brumise en fait l'eau dans l'air. Donc c'est vraiment un système, on utilise une pompe à haute pression, on est aux alentours de 20 bars, on a des injecteurs qui sont tout petits, des pulvérisateurs qui sont tout petits, et en fait ils brumisent vraiment l'air, donc ils éclatent complètement la goutte d'eau pour vraiment humidifier complètement le flux d'air. Et ce type d'humidificateur-là, travaille en eau perdue. Donc ça veut dire qu'on pulvérise tellement fort, on peut faire de la modulation de puissance, c'est un autre désavantage, ce qu'on n'avait pas toujours dans le système type laveur d'air. Et ce système-là, il est également certifié suivant la norme hygiène, la VDI 6022 de mémoire. Donc il a été agréé par la norme hygiène allemande. Donc je dirais que les groupes proposent les trois,
les laveurs d'air, mais qui sont, on le sent bien, une ancienne génération. On a des humidificateurs vapeur, soit avec des électrodes, soit avec des résistances électriques. On a même des résistances électriques en titane. Et on a ces humidificateurs de type abrumisation, je vais le dire comme ça. Maintenant, il y a aussi derrière tout ça la problématique du traitement d'eau. Avec le laveur d'air, un adoucisseur est suffisant. Avec les autres systèmes, il est parfois nécessaire d'utiliser un osmoseur inverse. Et donc, ça a un coût, ça consomme de l'énergie, etc. Donc, voilà, on a je dirais, on a le panel et on conseille par rapport aux différentes solutions, par rapport aux différentes applications et par rapport aux informations, aux requis du bureau d'études, du maître d'ouvrage. Ok, merci. Voilà, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais vous remercier pour ce webinaire, d'y avoir participé. Et alors, il est clair que si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter en direct ou via la société, pas de souci. Merci beaucoup et passez une bonne journée et surtout, portez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.